Merci beaucoup, chers amis. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur l'inspecteur général d'État, Messieurs les ministres, chers frères du Burkina, du Ghana, Messieurs les représentants des ministres du Mali et du Sénégal, cher jeune frère Albert Mapri Touakeus, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de l'Institut Afrique-Amérique, Mesdames et Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs, chers amis, journalistes, honorables invités. Évidemment, je dois dire avant toute chose combien je suis heureux de prendre part à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la conférence sur l'état de l'éducation en Afrique, organisée par l'Institut Afrique-Amérique. Comme l'a indiqué tout à l'heure le président de l'Institut et aussi Albert Mapri Touakeus, il y a un peu plus de 50 ans, effectivement, que j'étais boursier de cette prestigieuse institution. Mais en ce moment-là, on l'appelait le African American Institute. Alors, donc, je demanderai au président tout à l'heure pourquoi il y a eu ce changement de African American Institute to Africa American Institute. Parce que je trouvais que c'était pas mal, African American Institute. En tout cas, je voudrais dire à quel point je suis donc reconnaissant pour les opportunités qui m'ont été données par l'Institut et par la Fondation Ford et d'autres fondations d'ailleurs pour faire des recherches et des études supérieures aux États-Unis. Je voudrais donc adresser mes vifs remerciements ainsi que mes encouragements à l'Institut qui a contribué à la formation de plus de 15 000 étudiants africains, dont 300 Ivoiriens, qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans les secteurs publics et privés donc de leur pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est fière d'abriter cette prestigieuse rencontre internationale dont les conclusions auront un impact significatif sur les systèmes éducatifs des pays africains, à condition bien sûr que cela soit appliqué dans les pays concernés. L'émergence, qui est une ambitieuse vision de la Côte d'Ivoire et qui est partagée avec l'ensemble des pays et des États africains, nécessite une transformation structurelle des économies de nos pays, notamment le passage donc du mode de production agraire à la production industrielle. La Côte d'Ivoire en fait donc un objectif pour les années à venir, car comme vous le savez, notre pays est le premier producteur mondial de cacao, mais nous ne transformons que le tiers de cette production. Ici en Côte d'Ivoire, nous sommes le premier producteur de noix d'anacarde, donc les noix brutes de cajou, et là nous ne transformons que 10% en Côte d'Ivoire. C'est donc dire que la transformation donc, de nos matières premières est une de nos priorités au niveau du gouvernement. Mais cette transformation structurelle exige des ressources humaines de qualité. Bien sûr, il faut de l'énergie, il faut tout ce que nous savons, mais il faut surtout des ressources humaines de qualité dont les compétences sont en adéquation avec le marché de l'emploi. Et bien sûr, ces ressources humaines doivent être capables d'innover, d'entreprendre, de s'insérer dans le marché du travail, de contribuer durablement à la création de la richesse nationale et de soutenir la croissance économique du pays sur le long terme. Alors, pour répondre à ce besoin de formation d'agents de développement, l'Afrique
doit mettre l'éducation-formation au cœur de ses priorités. Depuis le début du XXIe siècle, notre continent n'a ménagé aucun effort pour améliorer l'accès des populations africaines à l'éducation de base. Cependant, les importants investissements humains, matériels et financiers qui ont été donc effectués se heurtent à deux paramètres structurels. Le premier, c'est le retard initial, car 25% des adultes analphabètes dans le monde vivent aujourd'hui en Afrique subsaharienne. C'est énorme, car comme vous le savez, la population est juste de 1,2 milliard sur une population totale de 7 milliards. Donc, représenter 25% des adultes analphabètes est un ratio, je dirais, inadmissible. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est la croissance démographique très élevée en Afrique, et surtout dans certains pays africains. Comme vous le savez, la croissance est excessive et cela empêche la réduction de la pauvreté. Même en Côte d'Ivoire, nous avons une croissance de la population qui est élevée puisque nous ne sommes pas loin des 3% par an. Alors, la population africaine représente actuellement un sixième de la population mondiale, comme je le disais, 1,2 milliard sur 7 milliards. Mais d'ici 2050, cette population africaine devrait doubler et se situer entre 2,5 milliards et 3 milliards. Donc, 3 des 10 pays les plus peuplés au monde seront sur le continent africain. En l'occurrence, le Nigeria et la République démocratique du Congo et l'Éthiopie, qui auront des populations de centaines de millions d'habitants. Déjà, le Nigeria a 200 millions d'habitants et l'estimation va au-delà de 600 millions d'habitants aux alentours des années 2050. C'est dire que c'est un défi considérable et que peut-être en liaison avec l'amélioration de l'éducation, les gouvernements doivent également essayer de tirer profit du dividende démographique et de voir dans quelle mesure, même si 60% des terres arables se trouvent en Afrique, peut-être que nous devrions essayer d'avoir une vision un peu plus pointue par rapport à la croissance démographique de nos pays. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire, depuis 7 ans, a un taux de croissance d'à peu près 9% par an. Alors, quand vous enlevez les 2,5 de croissance démographique, cela revient à un taux de croissance de moins de 7% par an. Ça veut dire qu'à ce rythme, nous pourrons doubler notre population, notre PIB par tête d'habitants, que tous les 10 ans. Alors que si la croissance démographique était plus faible, nous pourrions avoir l'exemple de la Chine. La Chine, en 1978, avec la politique d'ouverture, le président Xi Jinping nous disait en début septembre, quand nous sommes allés pour le sommet Chine-Afrique, que la Chine, aujourd'hui, a 1,3 milliard d'habitants. Mais voyez-vous, en 1978, la Chine avait un revenu par tête d'habitant d'environ $300. Et aujourd'hui, la Chine a un revenu par tête d'habitant de plus de $8,200 par habitant. Alors, cela parce qu'il y a eu une restriction des naissances et de la croissance démographique. Donc, c'est quand même un sujet important que nous devons, Monsieur le ministre, essayer de développer au niveau de l'Union africaine, Monsieur le vice-président, surtout comme vous vous occupez de l'Union africaine en particulier, parce qu'en Afrique, on n'aime pas parler de ces sujets. On dit plus on a d'enfants, mieux c'est. Peut-être que c'était vrai par le passé, mais si nous voulons avoir une meilleure condition de vie pour les populations, si nous voulons améliorer le revenu par tête d'habitant, si nous voulons faire en sorte que les infrastructures ne soient pas trop
détruites par la croissance démographique, il faut penser sérieusement peut-être à un contrôle de la croissance démographique dans nos pays tout en accélérant la croissance économique. Donc voyez-vous, avec ces chiffres que j'ai donnés, ce sont donc environ 50 millions d'enfants en Afrique subsaharienne qui ne seront pas scolarisés dans les années à venir si rien n'est fait. À cela s'ajoute une problématique tout aussi préoccupante, à savoir l'insuffisance d'équité et de qualité de l'enseignement pour ceux qui ont accès à l'école. À titre d'illustration, le rapport mondial de suivi de l'éducation 2017-2018, publié par l'UNESCO, montre qu'en Afrique subsaharienne, une partie des élèves n'est pas en mesure de lire après plusieurs années d'école et que dans la majorité des pays africains, moins de 25% des lycéens achèvent leurs études secondaires. Quant au système d'enseignement supérieur, il se caractérise par une explosion du nombre d'apprenants, une dégradation de la qualité de la formation, une inadéquation formation-emploi et un chômage de masse des diplômés. En Côte d'Ivoire, pour remédier à cette situation, l'État a procédé à des investissements importants. Monsieur le Président, vous en avez parlé tout à l'heure. Je peux vous dire que nous avons procédé au cours des dernières années, d'abord quand j'étais Premier ministre, nous avons procédé donc à la création. Nous n'avions qu'une seule université en 1990, quand j'étais Premier ministre. Et là, nous avons, pendant la période 90-93, créé une deuxième université à Abidjan, l'université donc à Bobo-Adjamé qui s'appelle maintenant Nangué-Abrogwa. Donc en plus de l'université, bien sûr, Félix Houphouët-Boigny, l'université de Cocody. Nous avons créé l'université de Bouaké et aussi démarré l'université de Daloa. Et depuis notre arrivée aux affaires en 2011, nous avons réhabilité toutes ces universités et nous avons procédé à l'extension de l'université de Daloa et à l'extension également du noyau de l'université qu'il y avait à Korogo. Nous avons construit deux nouvelles universités. L'université chez le ministre de l'Enseignement supérieur à Mans, l'université de Mans, même si c'est embryonnaire, mais ça a démarré, et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et comme le disait le président tout à l'heure, nous avons des projets de construction de deux nouvelles universités pour 2020. L'université de Bondoukou, donc, qui devra accueillir à terme 20 000 étudiants et sera spécialisée dans les domaines de l'art, des sciences sociales, les lettres, la langue, l'architecture, l'urbanisme et le développement durable. Et aussi l'université de San Pedro, où les travaux de la première tranche de l'université, pour une capacité de 3 000 étudiants, ont débuté ce mois-ci, en octobre 2018. Et cette université sera spécialisée dans les domaines des sciences de la mer et la construction navale, l'agriculture, l'agro-industrie et les ressources halieutiques, bâtiments et travaux publics, tourisme, logistique et médecine. Voyez-vous, ça c'est jusqu'en 2020, donc sur les 10 ans de mon mandat. Mais nous essayons d'avoir une vision à long terme, jusqu'en 2030. Ça ne veut pas dire que je compte rester aux affaires jusqu'en 2030. Des projets de construction de 5 nouvelles universités après 2020, parce que nous venons, après ma visite dans un des pays donc, du Moyen-Orient, obtenu l'accord de construire une nouvelle université à Bangoro. Et nous avons le projet également de construire une université à Odjéné et ainsi de suite. C'est vous dire que, vous l'avez dit, M. Apétain, nous avons mis l'accent sur l'éducation. C'est important, je ne parle pas des questions relatives à des constructions de lycées,
également des constructions d'écoles secondaires et primaires, mais également nous avons rendu l'école obligatoire de 6 à 16 ans. Et nous avons demandé que, si possible, pour les familles défavorisées, celles-ci puissent profiter de la gratuité. Voyez-vous, donc l'État fait des efforts importants en matière d'infrastructures, réhabilitation et construction. Et nous avons également essayé de faire le basculement dans le système licence, master, doctorat, LMD, et en vue de relever les défis subsistants, tels que donc l'amélioration de la qualité des apprentissages, le gouvernement poursuit des efforts financiers importants. Et c'est ainsi que sur la période 2018-2020, les ressources budgétaires allouées au secteur éducatif s'élèveront à 3 805 milliards de francs CFA, soit 6,7 milliards de dollars. C'est un montant important en pourcentage du PIB, mais le budget annuel de la Côte d'Ivoire qui vient d'être adopté il y a seulement une semaine d'environ 7 000 milliards par an. Cela vous donne l'importance que nous accordons à l'éducation dans toute notre stratégie de développement. Alors, à l'image de tous les États africains, nous souhaitons que lors de vos travaux, vos réflexions portent sur les thématiques qui constituent des problèmes récurrents pour nos systèmes d'enseignement supérieur. J'ai déjà parlé d'un certain nombre de difficultés, mais la première chose, c'est la question des financements innovants qui permettront de soulager les budgets insuffisants de nos États. Et ce point concerne notamment les salaires des enseignants et les bourses des étudiants. Et pour cela, je dois rendre hommage à notre premier président qui très rapidement a considéré que pour faire revenir les jeunes Ivoiriens qui avaient des diplômes en France et à l'extérieur, qu'il fallait que les enseignants aient des salaires importants. Et je dois dire que les salaires des enseignants en Côte d'Ivoire sont parmi les plus élevés dans la sous-région, sinon même sur le continent. Et j'encourage donc tous les pays à regarder de près cette question, d'abord pour la qualité de l'enseignement, mais aussi pour éviter les grèves des enseignants. Vous savez, les grèves des enseignants, nous savons à quel rythme ça se passe dans certains pays, et cela bloque tout le système, donc présent et futur. La deuxième question concerne la qualité des enseignements, notamment la question de l'éducation, formation, emploi, dans le contexte actuel d'implémentation du système LMD. En troisième lieu, il y a l'utilisation du numérique dans nos universités au regard du nombre croissant d'étudiants. C'est pour cela d'ailleurs nous avons créé une université virtuelle. Il s'agit là d'une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire, où cette année, plus de 100 000, tenez-vous bien, bacheliers souhaitent accéder aux universités et grandes écoles. 100 000. C'est un chiffre important et je suis sûr que ce nombre ira croissant au fil des années en raison de la mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans dont je viens de parler, qui est en place depuis 2015. J'ai noté en quatrième point le dialogue social sur les campus. Parce que, je le disais tout à l'heure, les grèves, bien sûr, dans le milieu universitaire, pénalisent tout le monde, aussi bien les étudiants eux-mêmes que les parents et la nation tout entière. Donc, il est important d'avoir un dialogue social vraiment constant et réel pour qu'il y ait le moins de grèves possible. Et enfin, je parlerai de la réforme des curricula, dont l'objectif est d'amener nos universités à former des citoyens engagés pour la transformation de la société. Je suis persuadé que vos travaux vous permettront
de faire des propositions de solutions durables aux décideurs politiques africains dans le secteur de l'éducation-formation. En ce qui me concerne, je voudrais encore rendre hommage à l'African American Institute et dire que, vous savez, la vie est drôle parce que quand j'ai eu ma bourse pour aller aux États-Unis, c'était en 1962, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, surtout ces jeunes dames. Alors, mais j'ai tout fait pour ne pas y aller. Je me souviens, nous étions allés à Paris, on devait prendre le bateau au Havre. Je me souviens encore du nom du bateau, ça s'appelait le Gros de Bière. Alors, parce qu'il y avait eu les événements de Little Rock, où on avait empêché un jeune noir américain d'accéder à l'université. Et bien sûr, tout le monde disait, si vous y allez, on va vous attraper, on va vous malmener. J'ai même jeté mon billet dans la poubelle. Et le jour du départ, j'ai dit, mais je n'ai pas de billet, je ne vais pas partir, je ne peux pas voyager. Et c'était un moment où le président Houphouët se trouvait donc à Paris. Et il a donné des instructions et j'ai pu voyager sans billet sur le Gros de Bière jusqu'à New York. C'est dire que le destin vous rattrape toujours. Alors je suis content d'avoir effectué ce voyage malgré toutes les réticences que j'avais, parce que l'African American Institute m'a beaucoup apporté. Et je vais vous donner une deuxième anecdote. Alors quand nous sommes arrivés aux États-Unis en 1962, nous sommes allés dans des familles, c'était au mois d'août, nous avons été répartis dans des familles américaines pour essayer, pendant 4 mois, pour l'immersion dans l'anglais et nous apprendre, nous amener, non, pour 2 mois, pardon, pour nous permettre d'apprendre la langue plus facilement, parce que nous étions nombreux. C'était les premiers étudiants francophones à cette époque-là, 61, 62, je crois, qu'on y allait. Et ensuite, on nous a envoyés dans un petit lycée, un collège, je crois à Wolverton, je crois que c'était le nom du collège, Wolverton College. Alors nous étions nombreux, des Ivoiriens, des Maliens, des Voltaïques en ce moment, des Congolais, enfin bref, on était une dizaine de nationalités. Et alors à notre grande surprise, au début de l'année, nous avons été appelés par donc le service financier de l'université pour nous dire, voilà, vous êtes là pour 4 mois jusqu'en décembre, jusqu'à décembre, et notre système, c'est de vous donner le salaire, donc votre bourse pendant les 4 mois. Bon, je crois que la bourse déjà à cette époque était de $500, ce qui n'est pas mal. Voyez-vous, en 1962. Alors, la moitié de ceux qui étaient avec nous, dès qu'ils ont eu l'argent, la semaine d'après, ils ont pris l'avion et sont allés à Paris. Parce qu'il faisait tellement froid après à Wolverton, ils ont considéré que c'était une manne dont il fallait profiter. Et bien évidemment, leurs pays ont fait le nécessaire pour qu'ils reviennent. C'est vous dire que j'ai des souvenirs encore très précis de ces années de mes études avec l'African American Institute. Et je voudrais, Monsieur le Président, rendre hommage à cet institut, vous remercier pour la chance qui m'a été donnée. Mais je dis aux jeunes que si j'ai eu cette bourse, c'est parce que quand même j'étais premier en maths, premier en français, premier en physique. Donc je vous encourage à travailler très, très, très dur. Merci beaucoup. Je souhaite donc que cette rencontre puisse aboutir sur des choses, des recommandations utiles, je suis sûr, pour tous nos pays. Et je déclare ouverte la 4e conférence sur l'état de l'éducation en Afrique, organisée par l'Institut Afrique-Amérique, avec tous mes remerciements. Bonne journée.